Ah, vous êtes là? Bonjour! Hey, dans mes vidéos de rue et de quartier, je vous ai déjà montré différents styles de maisons, mais je me suis jamais attardé en détail à ces styles-là, parce que je connais rien en architecture. Mais grâce à ce petit livre qui a été écrit par deux universitaires, on va pouvoir parler aujourd'hui de ces différents styles-là à travers les époques et à travers les quartiers de Montréal. Alors, suivez-moi, on est parti! Commençons donc par le commencement, les maisons construites pendant le régime français. Malheureusement, il en reste presque plus. Et la principale raison, c'est évidemment parce qu'elles étaient construites en bois. Et le bois, ça brûle bien en maudit. D'ailleurs, après l'incendie de 1852, on interdit à Montréal de construire les maisons en bois. On peut tout de même voir certaines maisons d'inspiration française, surtout dans le Vieux-Montréal évidemment, comme c'est là que Montréal a commencé. Très peu de maisons du Vieux-Montréal sont encore habitées, mais il y en a encore quelques-unes quand même. L'inspiration française a aussi beaucoup influencé les maisons rurales. Parce qu'il ne faut pas oublier, pendant très longtemps, l'île de Montréal, c'était plusieurs villages. Alors les maisons qu'on y voyait étaient des maisons villageoises. On en voit encore quelques-unes aujourd'hui. Que ce soit sur le plateau, dans Saint-Michel, dans Huntsic, ou comme ici, dans Saint-Henri. À la conquête du Québec par les Anglais au 18e siècle, on a vu arriver, évidemment, des maisons semblables à ce qu'on pouvait voir en Grande-Bretagne à l'époque. Un des styles à nous venir directement des Anglais est la grande villa. Ce genre de villa que l'on retrouve dans le Golden Square Mile ou sur René-Lévesque dans le village Shaughnessy. Elles étaient habitées par les plus riches marchands anglais et écossais de tout le Canada. Quand ces Anglais ont déménagé pour fuir un peu la ville, plus à l'ouest dans Westmount, ils ont gardé le même style de maison, même si les maisons ont été construites beaucoup plus tard. On est chanceux parce que plusieurs de ces villas ont aussi été intégrées à l'Université McGill, ce qui fait des pavillons universitaires d'allure très luxueuse. Autre style d'habitation qui nous vient tout droit d'Angleterre, ce sont les townhouses ou maisons en terrasse. Ce sont des maisons en rangées, séparées par un mur mitoyen. C'étaient des maisons unifamiliales qui pouvaient compter 2, 3 et même 4 étages. Ces maisons n'ont pas de balcon parce que les Anglais, plutôt discrets, n'aimaient pas se montrer dans la rue et préféraient profiter d'un jardin à l'arrière de la maison. Aujourd'hui, la majorité de ces maisons ont été subdivisées en appartements individuels. Avec l'expansion de la ville, on voit apparaître d'autres maisons rangées, plus modestes, qui sont un mélange de terrasses et de flats écossais. C'est l'apparition des plex, duplex ou triplex, avec des logements séparés par étage. Parfois même 2 logements par étage. Ça devient vite le style de maison le plus populaire à Montréal. Dans les années 40, ce genre de logement coûtait 20 $ par mois et 90% des Montréalais étaient locataires. C'est avec ce genre d'habitation qu'on voit apparaître des balcons et des escaliers extérieurs. Ces escaliers représentent une économie d'argent et d'espace. Ça permet entre autres à toutes les familles d'avoir leur propre adresse. Mais ça devient vite un trait culturel typique à Montréal. Pour les francophones, les escaliers et les balcons deviennent des lieux de socialisation. Ces fameux escaliers se transforment en estrade parce qu'on aime regarder ce qui se passe dans la rue. Aussi, le balcon devient le prolongement du logement vers l'extérieur. On a utilisé souvent l'expression « balconville » parce que c'était le seul endroit où on pouvait se payer des vacances. Aujourd'hui, ça se fait un peu moins
de regarder les gens passer sur son balcon. Par contre, on a la situation inverse, on regarde des spectacles qui ont lieu sur des balcons. Il existe une autre sorte de duplex encore plus modeste où restaient les ouvriers d'usine. L'habitation était implantée directement sur le bord du trottoir. Ce sont des maisons de 2 étages qui ont souvent une porte cochère. La porte cochère qui servait à accueillir les chevaux et leur cargaison jusque dans la cour. À cause de cette porte, le logement du rez-de-chaussée était beaucoup plus petit que celui du haut. Le duplex ouvrier est facilement reconnaissable par sa façade en briques. Parlons maintenant du style victorien. Entre 1880 et 1915, période d'apogée de la reine Victoria, plusieurs habitations en construction se parent d'ornements raffinés ou exubérants. À cette époque, on pouvait s'acheter par catalogue des corniches, des frontons en bois, des balustrades et autres types de décorations extérieures pour agrémenter sa future maison. Ce style a surtout été adopté pour des maisons rangées, pour des gens qui avaient quand même un petit peu d'argent. Mais on peut voir quand même des maisons plus rurales qui ont des ornements de style victorien dans des quartiers comme Notre-Dame-de-Grâce. Après la Deuxième Guerre est apparu à Montréal ce qu'on peut appeler des bungalows. C'est surtout dans les quartiers les plus excentrés, comme Côte-Saint-Paul, Saint-Michel ou Tétroville. Ce sont des petites maisons unifamiliales, puis on dirait souvent que ces maisons sont un peu un dérivé de la maison rurale française qu'on a vu au début de la vidéo. On appelle souvent ces maisons d'après-guerre les maisons des vétérans, parce qu'évidemment, les hommes qui revenaient de la guerre devaient se loger, donc ils préconisaient ce genre de maison avec leur petite famille. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un dérivé du bungalow, mais il y avait aussi la shoebox, une toute petite maison carrée qui est apparue à peu près à la même époque. Une chose dont on n'a pas parlé encore, ce sont les immeubles à appartements. Les premiers sont apparus, comme on a vu dans ma dernière vidéo, au début du 20e siècle. Le Linton ou le château sont de très bons exemples. Ce qui fait la différence entre un immeuble à appartement et les autres types de logements dont on a déjà parlé, c'est que les blocs appartements ont une seule porte d'entrée. Des blocs à appartements de nos jours, il en existe de tous les styles et pour tous les budgets, que ce soit des HLM, des coops d'habitation ou des immenses immeubles à condos. C'est un peu le nerf de la guerre en ce moment dans le problème d'accessibilité au logement. Je m'étendrai pas trop sur le sujet parce que je suis pas un expert, mais je dirais juste qu'en ce moment, il se construit beaucoup plus d'immeubles avec des condos de luxe que de blocs appartements avec des loyers modiques. On a juste à penser à ce qui se passe autour du Centre Bell ou un peu partout dans le fond au centre-ville. C'est sûr qu'il y a plein d'autres sortes d'habitations à Montréal dont je vous ai pas parlé, comme ici, des semi-détachés. Mais je vais faire une vidéo d'à peu près 10 minutes, donc je vais m'en tenir là. Avec le temps, les styles ont évolué et se sont transformés. C'est pour ça que c'est difficile de trouver des exemples exacts des styles que je vous ai mentionnés. Et la plupart du temps, on peut voir dans les différents quartiers un mélange de différents styles qui ont évolué un peu n'importe comment. Mais c'est ça qui fait, d'après moi, la richesse de la ville. Et je comprends l'utilité de faire des grandes tours à appartements, mais je trouve que ça enlève un petit peu de l'originalité de la ville. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez la vidéo le plus possible sur les différents réseaux sociaux, et là-dessus on se dit à très bientôt!